Salut à tous, bienvenue sur The Glove Driver et bienvenue aujourd'hui dans une voiture que j'avais envie d'essayer depuis très longtemps. C'est la nouvelle McLaren Artura. Alors, j'avais fait une présentation de la McLaren Artura il y a quelques temps sur ma chaîne YouTube lors de sa sortie avec la concession McLaren Paris. Là aujourd'hui je suis dans le sud de la France et c'est donc McLaren Monaco qui m'a gentiment confié la voiture et vous l'entendez, je pars en électrique. Mais on va pas faire ça pour très longtemps, voilà. Parce que oui, la McLaren Artura, c'est l'une de ces supercars nouvelle génération qui mixe le thermique et l'hybride. J'avais présenté l'année dernière sur ma chaîne la Ferrari 296 GTB dans une vidéo exceptionnelle qu'on avait réalisée avec Pierre. Et bon, la vidéo vous avait plu parce qu'on avait vraiment mis le paquet sur la qualité, sur les émotions. Mais la vidéo vous avait aussi plu parce que beaucoup d'entre vous avaient été très impressionnés par la voiture, et moi le premier. C'était ma seule référence de supercar nouvelle génération hybride. Évidemment avant ça il y a eu la McLaren P1, la Porsche 918, la Ferrari. Mais lorsque l'Artura est sortie, je m'en souviens, immédiatement on a été un peu, entre guillemets, déçus par la différence de performance qu'il pourrait y avoir avec la 296 GTB. En effet, la Ferrari 296 GTB, c'est un V6 biturbo hybride, exactement comme cette voiture, sauf qu'en puissance cumulée, elle développe 830 chevaux. Dans la McLaren Artura, elle en développe que, avec des gros guillemets, 680. Donc forcément toute la planète internet automobile s'est un peu moqué de l'Artura en disant oui bon ça y est, McLaren ils sortent à peine une voiture, ils sont déjà en retard. Sauf que en fait il faut pas vraiment comparer ces deux voitures. Oui on peut les comparer parce que les bases techniques sont relativement similaires, mais si l'Artura a 150 chevaux de moins, elle vaut aussi quasiment 100 000 € de moins. En réalité, j'exagère un peu, l'écart des prix neufs n'est pas de 100 000 €. Neuve et sans option, l'Artura est disponible à partir de 235 000 €, sans malus évidemment vu que c'est une hybride, et la Ferrari à partir de 271 000 €. Donc ça fait à peu près 50 000 € de différence. Sauf que chez Ferrari, pour ce prix, vous n'avez rien dans la voiture. La configuration moyenne d'une 296 GTB tournera plutôt autour des 330 000 € et on peut monter très haut. Pour rappel, celle que j'avais essayée valait plus de 400 000 € avec le pack Assetto Fiorano. Donc finalement, le placement de l'Artura est plutôt intéressant. Pour ce prix, on a un look de vaisseau spatial, un V6 hybride de 680 chevaux et 720 Nm de couple, plus de 300 km/h en vitesse de pointe, c'est plus que suffisant. Et la troisième. Bon, là on est sur des vitesses qui sont immédiatement inavouables, mais ça marche. Il faut bien comprendre que l'Artura est un modèle complètement nouveau chez McLaren. Le moteur et le châssis en carbone sont entièrement nouveaux et développés pour que la voiture reste avec les fluides sous la tonne et demi. Et pour une supercar hybride qui annonce 30 km d'autonomie en full électrique, c'est plutôt bluffant. Ce qui est très particulier avec les McLaren, c'est que ce sont des autos techniques à comprendre. Ce sont des voitures qui demandent plusieurs jours de découverte pour vraiment capter toutes les nuances de leur fonctionnement. Je me souviens de la vidéo que j'avais réalisée au garage du Panorama avec la McLaren 675 LT et Jean-Louis, qui avait été chef de projet sur la McLaren MP412C, qui m'expliquait qu'à l'époque, le benchmark, c'était la Ferrari 458, et qu'une Ferrari 458, ça avait été développé pour être vendu en 15 minutes lors d'un essai, alors que la McLaren 12C, elle avait été développée pour être vendue en 3 jours. Vous comprenez ce que je veux dire? Ce sont des voitures en fait avec lesquelles il faut vivre pour vraiment comprendre toutes leurs nuances. C'est donc pour ça que j'ai utilisé la voiture pendant 5 jours sur plus de 1000 km pour voir ce que j'en pense et analyser tout le comportement de la voiture, à commencer par l'intégration du système hybride. Alors je vais vous expliquer comment ça fonctionne, mais petit conseil, prenez un Doliprane, ça casse un peu la tête, mais une fois qu'on y a pris l'habitude, ça reste relativement simple. Ce
que je vais faire maintenant, c'est passer en mode POV pour vous expliquer les modes de conduite sur la McLaren. C'est un peu des trucs de geek, hein, mais franchement, c'est très bien intégré. Et je le dis parce que ça fait 3 jours que j'ai la voiture et j'ai vraiment pu tester dans toutes les conditions. Et pour bien comprendre la voiture et pour bien comprendre toutes les capacités de cette voiture, d'être vraiment une supercar qui sait tout faire, il faut comprendre ça. Si ça vous emmerde, je vous invite à skipper quelques minutes et on va se retrouver un peu plus pour la partie présentation et performance, bien sûr. J'ai l'air très malin avec mes casquettes et forcément les gens regardent la voiture et me voient avec ma gueule. Ça fait un truc un peu bizarre vu de l'extérieur, mais c'est important pour vous expliquer. Donc, ici vous avez l'écran avec l'Apple CarPlay, machin. Ici, le bouton pour démarrer et les sélecteurs de vitesse. Vitesse, marche avant, neutre, marche arrière. Le petit cup holder ici. Pareil, là, il y a du rangement partout dans l'Artura. Alors, c'est un peu le bordel, hein. Il y a des trucs, des fils, des câbles. Ça, on s'en fiche un petit peu. Ce qui nous intéresse, c'est toute cette partie-là. Alors déjà, vous voyez que l'Active Dynamic Panel, qui était autrefois les petits switches là pour changer les modes de conduite qui étaient ici, sont passés au niveau de ces deux petites commandes. Donc c'est hyper bien intégré. En fait, il suffit d'appuyer en haut ou en bas pour changer les modes. Donc ici, c'est les boutons qui concernent le moteur, et là, c'est les boutons qui concernent le châssis. Donc par exemple, vous voyez ici, là je suis en sport. Si je passe hop en confort, vous voyez, je descends confort et je peux passer même en électrique. De l'autre côté, j'ai le châssis pour confort, sport et track. Et là, j'ai et ici, j'ai mon tableau de bord. Là, je suis en mode régulateur adaptatif, donc c'est pour ça que la voiture ralentit, parce que je suis derrière. Ici, vous avez le truc qui vous intéresse le plus, vous avez l'autonomie au kilomètre et l'autonomie de la batterie. Vous voyez ici qu'il y a une petite flèche. Selon les modes de conduite, cette petite flèche va en fait vous indiquer le niveau de batterie minimal que la voiture va conserver pour être optimale dans ce mode de conduite. Donc, alors je sais pas si je peux passer en électrique à 120 km/h, c'est une bonne question, je vais essayer de le faire. Et bah si. Et bah si, bah là je suis passé en full électrique. Le moteur vient de s'éteindre. Et vous voyez ici le statut de ma batterie, 74%, le nombre de kilomètres, et là, le niveau minimal jusqu'à laquelle la batterie va descendre. Il faut savoir que les batteries ne se déchargent jamais complètement. Si je repasse en mode confort, hop, alors là, le mode confort va être un mode intelligent qui va privilégier soit le moteur thermique, soit le moteur électrique selon la situation de conduite. Par exemple, dans Monaco, parfois la voiture passait en thermique, parfois la voiture passait en toute électrique. Et là encore, en mode confort, la petite flèche qui est ici, c'est le niveau de batterie minimal que la voiture va essayer de conserver pour que ce mode puisse fonctionner de manière optimale. Maintenant, si jamais je me retrouve dans une situation comme ça où je suis sur l'autoroute et que je veux recharger ma batterie, ce matin par exemple, ma batterie était complètement vidée parce que complètement vidée, elle était au plus bas parce que justement hier j'avais roulé beaucoup en électrique et j'avais pas rechargé la batterie. Ici là, j'ai une petite switch, j'ai un petit bouton que je vais tirer vers moi et vous allez voir justement, donc regardez bien ce petit truc là, donc là je le tire, hop, et donc là, l'objectif, vous voyez, il y a marqué target, donc c'est cible, objectif. L'objectif, c'est que la batterie soit toujours à 100%. Et regardez ici aussi, la petite flèche là, elle est remontée tout en haut. Donc là, ça veut dire que je suis en train de rouler normalement et le moteur fait tout ce qu'il peut pour recharger les batteries jusqu'à cet objectif de l'autonomie maximale qui est de 30 km. Et en mode sport, c'est pareil. En mode sport, la voiture va privilégier forcément le thermique et va utiliser l'électrique pour avoir justement ce couple à bas régime et cette puissance supplémentaire. Là, je suis toujours dans le mode de recharge maximale, mais si je veux l'enlever, hop, je retire la petite truc, vous avez vu, la petite flèche, là, elle est descendue, donc là, elle va privilégier une maîtrise du niveau de batterie au milieu. Et là, pareil, le niveau de batterie va rester au milieu pour toujours avoir la charge nécessaire pour faire fonctionner au maximum le mode sport. Et si je passe au-dessus en mode track, là encore la flèche est remontée parce qu'en mode track, le moteur thermique va tout faire pour que les batteries soient rechargées au maximum pour qu'on ait en permanence le niveau maximal de batterie pour la performance. Bon, j'ai probablement perdu tout le monde, de toute façon il y a des timecodes sur la vidéo, mais vraiment ça vaut le coup d'être expliqué parce que là comme ça paraît un peu complexe. En utilisation réelle, c'est hyper simple. La première explication est complexe,
une fois que vous l'utilisez, c'est vraiment hyper facile et c'est un système qui est très très bien intégré. Et vous allez me dire quel est l'intérêt de rouler en électrique dans une supercar. Bah, l'intérêt il est quasiment évident. Aujourd'hui en ville, ne pas déranger ses voisins avec un call start, pouvoir sortir tout tranquillement de chez soi sans un bruit. Tiens, j'ai une Ferrari dans mon rétroviseur. Et je les ai vérifiés, les 30 km d'autonomie annoncée, c'est 30 vrais kilomètres. C'est pas comme les normes WLTP où on vous dit ouais sur un nouveau range 70 km, t'en fais 10, t'as niqué la moitié de la batterie. Là c'est vraiment fonctionnel. Donc direction le circuit du Grand Sambuc pour parler un petit peu plus d'un côté performance. Et derrière moi j'ai une jolie Ferrari Portofino M avec un petit couple, je pense qui a 70 ans et qui se balade sur la Côte d'Azur. Du plaisir. Si j'ai pris le temps de vous expliquer tout ça, même si ça fait un peu mal à la tête, c'est parce que ce système hybride participe vraiment à rendre l'Artura exceptionnel au quotidien. À cela, il faut aussi ajouter le confort de la voiture, équivalent à une berline premium grâce au siège réglable et à la suspension très douce. Je dois le mentionner, je n'ai eu aucun bug électronique avec la voiture durant mes 4 jours d'essai. Le système d'infodivertissement fonctionne très bien, c'est intuitif. L'Apple CarPlay se connecte immédiatement, j'ai eu zéro problème. Mention spéciale pour le système son Bowers et Wilkins qui fonctionne à merveille, qui est très agréable. C'est une voiture qui est ultra polyvalente, avec laquelle vous pourrez enchaîner des longs trajets sans vous poser aucune question. En fait, en termes d'usage, ça me fait penser à une 992 Turbo S, sauf que là, c'est une supercar avec des portes qui se lèvent. Donc c'est quand même un sacré compliment, et pour l'instant, l'Artura remplit vraiment le cahier des charges annoncé par McLaren. Bon, allez, assez parlé, place au sport. On a parlé du système hybride, du côté facile de la voiture, du côté extrêmement bien fait. Forcément, il faut parler un petit peu des performances parce que personnellement, déjà lorsque j'entends le mot McLaren, je sais que je vais prendre du plaisir au volant. Mais alors surtout, lorsque j'entends le mot châssis à coque carbone, je sais qu'on va prendre du plaisir. Je sais qu'on va prendre du plaisir. Il y a plusieurs choses qu'il faut prendre en compte dans ce genre de voiture déjà. La première, c'est la légèreté. La légèreté, effectivement, 1500 kg avec moi dedans, c'est pas ultra léger non plus. Mais par rapport à ce qui se fait aujourd'hui et surtout par rapport aux voitures hybrides, 1500 kg, c'est quand même très très léger. Et c'est quelque chose que vous ressentez instantanément au volant de la voiture. Immédiatement, vous faites corps avec la voiture. Déjà, la position de conduite est exceptionnelle. On est assis bien profond, le volant bien devant. Là, je suis en mode sport, châssis souple. Je vais vous expliquer pourquoi je garde le châssis souple. C'est une voiture qui est absolument télépathique. En fait, ça me fait penser à une très grosse Alpine. À une très grosse Alpine rapide. Les freins carbone céramique apportent un super mordant. Et en fait, immédiatement, c'est ça, c'est la rigidité de la voiture, la précision, la direction aussi. La direction, c'est juste exceptionnel. Le ressenti est parfait, tellement direct. La boîte aussi est tout aussi exceptionnelle. C'est rapide. Les rapports n'hésitent pas une seule seconde avant de passer. Enfin, la voiture pivote. Quel plaisir. Les freins sont ultra puissants. La voiture vole de virage en virage.
et on sent la rigidité du châssis en carbone. La voiture reste absolument collée. Et là, un troisième. Là, on est sur des vitesses qui sont immédiatement inavouables. Mais ça marche, ça marche, ça marche, ça marche. Alors j'essaie de me concentrer forcément en même temps que je fais tout ça. En fait, tout est si bien. Tout est si homogène. On a cette complémentarité incroyable entre la rigidité du châssis, une voiture qui se déforme pas du tout, qui transmet aussi énormément de sensations à travers le siège, et ce châssis avec ses suspensions adaptatives que là j'ai laissé dans le mode le plus confortable. Et à l'image d'une Alpine, on a cette voiture très rigide avec des suspensions assez souples qui permettent vraiment de lire le comportement de la voiture et qui laissent au pilote justement cette sensation de voiture qui vit, de voiture qui s'écrase un peu dans les virages, de voiture qui prend un très léger roulis. Je dis vraiment très très léger parce que si on peut appeler ça du roulis, c'est... Je dis vraiment très léger parce qu'effectivement c'est compliqué d'appeler ça du roulis, mais au moins on sent la voiture vivre. Alors que je trouve que si on la passe en sport, la voiture devient assez rigide, les suspensions deviennent assez rigides, et elle peut commencer à sauter un petit peu sur les bosses parce qu'on a effectivement un châssis qui est déjà ultra rigide. En fait, ce que j'adore, c'est à quel point la voiture est incisive et la ligne droite. Non, ça va bien trop vite, hein. Ça va bien trop vite, et je sais pas ce que vous en pensez de la sonorité de ce V6. Ce que je trouve amusant, c'est que je suis incapable de dire, en tout cas quand je suis au volant, si c'est un V6 ou un V8. J'en sais rien du tout. C'est une sonorité très rauque, un peu chantante, pas énormément, mais un peu chantante. Et c'est quand même une sonorité sympa. C'est une sonorité qui est assez présente dans l'habitacle parce qu'elle elle enveloppe. En fait, alors, la raison pour laquelle j'ai attendu 2 jours avant de filmer la voiture, c'est que je savais que ça allait pas être une expérience extrêmement émotionnelle. Voilà, on n'est pas dans la V8 Vantage S par exemple que j'ai essayé la semaine dernière. Là c'est différent, là on est sur le scalpel. On est sur le scalpel avec énormément de facettes. C'est un scalpel multilame. Et donc pour comprendre ce genre de voiture, il faut vivre avec. Il faut vivre avec, il faut la garer, il faut la ranger, il faut revenir le lendemain. C'est pas une voiture qui vous dévoile toutes ses facettes en un essai. Il y a aussi quelque chose, hein, une énorme différence avec cette voiture par rapport aux autres McLaren, c'est la présence d'un autobloquant. L'autobloquant, c'est ce qui change tout sur cette voiture parce que lorsque vous sortez d'un virage, vous sentez effectivement les 2 roues le train arrière qui grippe tout ce qu'il peut et qui vous donne immédiatement, surtout grâce au couple électrique à bas régime, cette sensation de voiture qui a envie de bouger de l'arrière, et ça donne une voiture très joueuse. Alors c'est pas un truc que je peux forcément vous démontrer sur route ouverte, même si j'ai fait mes tests, démonstration en vidéo. C'est une voiture qui glisse hyper bien, et ça c'est quand même cool parce que ça donne l'opportunité pour les gens qui aiment justement le pilotage, parce que c'est une voiture qui s'adresse quand même aux gens qui aiment le pilotage. Ça laisse l'opportunité de jouer et de pouvoir être un peu débile avec cette voiture. Alors je sais que vous me connaissez et vous savez quand une voiture me rend vraiment dingue. Là, je vais être honnête, c'est pas le cas. C'est pas le cas parce que je trouve que la voiture forcément manque un peu d'âme. On n'est pas dans la brutalité extrême que j'avais pu trouver dans la 675 LT, qui est l'une de mes supercars préférées, si ce n'est ma supercar moderne préférée. Là on est sur quelque chose de différent parce que forcément on est sur une voiture qui est moins focus, qui est moins extrême, qui est plus polyvalente, mais qui franchement qui apporte la polyvalence d'une Porsche 911 avec un look de supercar, sans malus, avec de l'hybride et avec des performances et un feeling de conduite aussi pur. Ben je vois pas de concurrence en fait, surtout à ce prix là. Surtout à ce prix là, et je vais aussi rajouter quelque chose qui est une comparaison importante avec la 296 GTB.
Oui, avec la 296 GTB, il y a les performances. 830 chevaux, c'est stupide. Maintenant, je suis un bon conducteur, un pilote amateur, mais voilà, je sais conduire. Et la 296 GTB, elle m'a fait peur. Elle m'a fait peur et il y a un moment dans la vidéo, on le voit, où je suis pied dedans. Et la voiture, j'étais ESP off, elle se dérobe sous mes pieds. Et en fait, mine de rien, la 296 GTB, c'est une voiture qui est assez lourde et qui est extrêmement assistée au niveau du feeling de conduite. Vous pouvez rouler à Mach 12, mais vraiment le couteau sous la gorge. Et en fait, la voiture donne pas énormément de feeling. Le seul feeling qu'elle donne, c'est que c'est facile. Par contre, quand on arrive à la limite de la 296 GTB, il faut savoir ce qu'on fait parce que d'une, ça arrive très très vite. Et deux, la direction de la 296 GTB apporte peu de feeling. Oui, c'est très direct, mais c'est aussi très très assisté. Quand on roule fort, je parle. Là, dans la McLaren, il y a une pureté de direction. J'ai l'impression d'avoir les mains sur la route et c'est quelque chose que j'ai déjà dit dans d'autres McLaren. Là, j'ai l'impression d'avoir les mains sur la route. Je sais exactement ce qui se passe. Et c'est pour ça qu'au début de vidéo, j'ai comparé la voiture à l'Alpine. Parce que, bah, effectivement, j'ai la sensation d'avoir une grosse Alpine. Une grosse Alpine, et c'est un sacré compliment. Parce que je sais exactement ce que la voiture fait et on peut vivre vraiment avec la voiture. Enfin, le châssis vit avec vous et comme vous êtes collé dans cette coque carbone, forcément vous avez énormément de sensations. Et énormément de sensations avec du confort. Franchement, une finition intérieure qui est très très qualitative. Je peux pas dire le contraire. Et là, depuis tout à l'heure, je roule en ESP off et je suis en confiance totale. Et même si la voiture glisse, je sais que je vais pas être surpris parce que je la sens vivre. Il y a un vrai feeling. Ça, c'est compliqué à expliquer en caméra. C'est très très compliqué. Mais la bagnole, elle est... Enfin, moi j'adore ce genre de produit, j'adore ce genre de produit, mais c'est des produits dont il faut vraiment faire l'expérience pour les comprendre. Parce que si vous vivez pas avec, c'est compliqué d'arriver à capter l'incroyable polyvalence, et c'est pas un terme négatif la polyvalence, de ce genre de voiture. En conclusion, quel est mon avis honnête sur la voiture? Alors je vais commencer par les défauts, et pour moi la chose qui mériterait d'être améliorée, c'est le freinage. Alors bien que la voiture ait une puissance de freinage impressionnante et largement suffisante, le feeling de la pédale de frein est vraiment bizarre, il faut beaucoup appuyer pour que ça morde, et ce n'est pas une sensation franche. Dans une voiture aussi orientée vers le pilotage, je trouve ça dommage, et Ferrari ou Porsche font clairement mieux. Le son moteur est aussi moins musical que dans la 296 GTB, mais bien plus agréable et bien plus présent aussi que dans une 992 Turbo S. L'accès à bord demande forcément un peu de souplesse car on est assis au ras du sol, au quotidien ça peut devenir un peu gênant, mais bon, c'est une supercar, pas une Bentley. Pour les points positifs, ils sont très nombreux. Plaisir de conduite, efficacité, fun, système hybride très abouti, qualité de finition intérieure vraiment élevée, technologie embarquée moderne, c'est polyvalent, ça marche une tonne, c'est beau, le look est superbe, même si je déteste cette couleur orange, un beau bleu ou un vert serait à mon sens plus adapté car la voiture est assez élégante dans ces formes là, pour moi c'est juste un peu trop criard quoi. En résumé, j'ai adoré passer ces quelques jours avec cette voiture et je remercie vivement McLaren Monaco pour la confiance. C'est un produit qu'il faut absolument essayer et encore plus en version Spider qui vient de sortir. Alors, est-ce que c'est mieux qu'une 296 GTB? En réalité, c'est ni mieux ni moins bien, c'est différent. Est-ce que c'est mieux qu'une 992 Turbo S? Pareil, c'est différent. Ce qui est certain, c'est que c'est un produit vraiment à part. Et que si vous avez l'occasion de l'essayer, foncez. Le seul risque, c'est que vous en achetiez une. J'espère en tout cas que cet essai vous a plu. Merci d'avoir regardé. Merci encore à McLaren Monaco. Et à la prochaine sur The Glove Driver. Ciao!